Donc, prochain segment du colloque, nous parlerons des leviers de compétitivité de la métropole. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Alors, Michel Leblanc est président, oui, et chef. Juste un petit instant, on va dire quelques mots. Pas tout le monde connaît Michel, mais je vais quand même prendre quelques moments pour le présenter en bonne et due forme, si je peux bien, Michel. Merci. Donc, à titre de chef de la direction de la Chambre de commerce du métropolitain et porte-parole officiel de l'organisation, donc il assume également les responsabilités de planification, de gestion et de coordination, de même que le suivi de l'ensemble des opérations. Et pour nous, quelque chose qui nous concerne plus directement aujourd'hui, bien entendu, c'est que Michel est économiste de formation, il possède une compréhension fine des questions économiques ainsi que celle de la réalité des gens d'affaires et les défis auxquels ils doivent faire face. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Michel, de l'Association des économistes québécois, de venir nous entretenir des enjeux de compétitivité de la métropole. Merci, Michel. Oui. Merci. Alors, d'abord, c'est un grand plaisir, effectivement, en tant qu'économiste, je vais toujours me rendre disponible, mais deuxièmement, Mara travaille à la Chambre, alors je n'avais absolument pas le choix. je vais faire une présentation, j'ai dit à Mara, je vais vous faire une présentation qui est la moins économique au sens d'un économiste possible, qui est la plus président d'un organisme de représentation du milieu des affaires possible. Donc, c'est le président de la Chambre de commerce qui vient vous parler. Simplement pour vous situer, des fois les gens l'oublient. La Chambre, c'est une grosse organisation relativement à ce type d'organisation-là. Ça fait 193 ans qu'elle existe. Elle origine des commerçants écossais et britanniques, 1822. Dans les années 1880, c'est le milieu des affaires francophones qui s'est mobilisé et qui a créé son propre organisme. Les deux ont fusionné en 1992. C'est maintenant 3000 entreprises membres, 7000 membres. À l'origine, quand on regarde les photos initiales, c'était à peu près 32 gars avec des gros favoris qui descendent jusqu'ici. Il n'y avait pas une femme pendant bien longtemps. C'est une organisation qui a un impact à travers le temps. À peu près à 20 ans d'écart, la mobilisation s'est vue à Paris et à Montréal pour créer les HEC. Et les HEC ont été créés à l'instigation de la Chambre de commerce. Et en reconnaissance de ça, nous nommons deux des membres du conseil d'administration des HEC. Ça fait partie des statuts des HEC. Ils ont fait la même chose à Paris. L'École des hautes études commerciales à Paris a été créée par la Chambre de commerce de Paris. Elle appartient toujours en plein contrôle à la Chambre de commerce de Paris. La Chambre de commerce de Paris, juste pour ceux qui ne savent pas, le budget annuel sous contrôle d'à peu près 2 milliards d'euros. Moi, j'ai à peu près un budget sous contrôle de 14 millions de dollars. Donc, tout ce qu'on a créé à travers le temps, nous, on l'a poussé dans la communauté. Le modèle français, évidemment, ça reste sous contrôle. Évidemment, la Chambre de commerce de Paris est financée par une taxe d'affaires obligatoire. Je ne dis pas qu'on devrait être financé comme ça, mais assurément, ça donne des leviers. Quand je rencontre mon homologue à Paris, il envie notre autonomie parce qu'à Paris, lui, reçoit son 2 milliards via une taxe d'affaires, en fait, pas son 2 milliards, mais la partie qu'il reçoit via la taxe d'affaires qui est prélevée auparavant par l'État et envoyée. Et il se préoccupe toujours que le chèque soit à temps dans la poste, et donc il est moins critique sur la place publique des gouvernements. Donc il envie toujours de notre liberté de parole. Moi, je lui dis pour 2 milliards, c'est dessus, je pourrais négocier un peu. Juste pour vous situer la Chambre, c'est une organisation existante qui est au courant de près tout ce qui bouge dans la communauté, qui est sollicitée sur beaucoup de choses. En m'en venant, il y a quelques minutes, je parlais du dossier du cinéma à Montréal, de l'excentrice, d'évolution des modèles d'affaires dans le cinéma. C'est juste pour vous dire qu'hier, j'étais aussi sur la revue de tout le mécanisme de gouvernance, la nouvelle loi 76 qui va toucher le transport en commun. Quand c'est des projets de réfection de la rue Sainte-Catherine et son impact sur les commerces, ou le budget municipal récemment, on est impliqué dans à peu près tous les dossiers qui bougent. Soit qu'on est informé, soit qu'on peut influencer, soit qu'à la fin, on peut critiquer si besoin sur la place publique. Montréal, je vais vous dire des choses que vous savez. Je vais vous présenter comment on raconte l'histoire présente. Alors, l'histoire présentement, elle est toujours dans notre esprit à nous, partant d'un constat qui est dur. Le constat qui est dur, c'est qu'on est une métropole pauvre en guillemets en Amérique du Nord. On est 15e sur 15 si on avait
plus de villes, on serait probablement toujours dans la section du bas en termes de PIB réel par habitant. Et ce qu'on se dit, avant, on était aussi dernier dans le taux de croissance. On est maintenant quelque part vers le 10e rang, 10e sur 15 dans ce décompte-là. C'est positif. Et c'est un des messages qui est le plus demandé par la communauté d'affaires depuis quelques années. C'est qu'on trouve des façons de bien coordonner, bien calibrer le message entre ça ne va pas très bien d'un point de vue absolu, mais ça va mieux d'un point de vue d'évolution. Et là, c'est à calibrer, parce qu'effectivement, j'ai régulièrement des appels de gens qui disent « là, il ne faut pas être trop positif, là, ça va mal ». Mais c'est ça le premier message qu'on lance d'un point de vue de la métropole. Le deuxième, c'est évidemment, et là, c'est pas lié à la métropole uniquement, c'est l'ensemble du Québec, dans une certaine partie l'ensemble du Canada. On a un défi de productivité. On en parlait tantôt. C'est encore très, très mal compris, reproduit dans les médias. Éventuellement, on pense que l'action n'est pas adéquate sur l'enjeu de la productivité. 15 sur 15, c'est très fatigant. C'est structurel en grande partie. On a un taux de croissance qui nous place en bien meilleure posture. C'est écrit 4 sur 15. Si je compte, on n'est pas 4 sur 15, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est là. C'est le même niveau pour les 4. Ah, c'est le même niveau pour les 4. Voilà, c'est ma mère qui me corrige. 4 sur 15, voilà. Mais le point, moi, que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe à Vancouver. Alors, c'est peut-être une anomalie statistique sur 3 ans. Mais ce qu'on voudrait, nous, dans ce diagramme-là, c'est d'être Vancouver. Ce qu'on voudrait, c'est, parce que Vancouver, si vous regardez, 14 sur 15. Si on était dans la situation de Vancouver, on aurait un message très positif sur le PIB par emploi. Une question, moi, que je pose souvent aux économistes et qui nous aiderait aussi, ce serait de bien nous aider à comprendre dans quelle mesure nos écarts de productivité sont dus à notre mix de la base économique. Parce qu'il peut y avoir énormément d'inertie qui n'est pas due au fait qu'on travaille moins longtemps ou moins bien par heure, qui est tout simplement à notre mix économique par rapport aux autres grandes métropoles. Et là, je demande aux économistes de nous aider en nous aidant à dire simplement. Le grand défi du message économique, c'est de faire en sorte que monsieur et madame tout le monde le comprennent. Et entre monsieur et madame tout le monde et l'économiste, il y a souvent des intermédiaires qui s'appellent des journalistes. Et il faut donc avoir un message très simple, mais qui n'est pas d'autoflagellation inutile sur la productivité, si notre mix économique en est responsable, mais qui identifie là où on peut améliorer les choses. J'essayais de vous dire d'entrée de jeu qu'est-ce qu'on tente d'être positif. Ça, on aime bien ça quand même. Taux de croissance du PIB réel, Montréal par rapport au Québec, par rapport au Canada. On est dans une dynamique où pour 2016, 2015-2016, on va se situer au-dessus des deux autres courbes. On avait évidemment, comme le Québec, mieux fait durant la période de récession. Le message de résilience est important. Il y a quelque chose d'important, idéalement, à ne pas fluctuer trop avec des hauts et des bas. Je vous dirais que ces jours-ci, j'ai des courriels de mon homologue à Calgary, et c'est bien banal, c'est la question des migrants et des réfugiés. Est-ce que les chambres de commerce se mobilisent pour aider à l'intégration, la réception des réfugiés syriens? Et mon collègue de Calgary, en toute candeur, me dit « Moi, cette année, il y a eu une destruction nette de 20 000 emplois. Tous mes membres diminuent leur personnel. Si j'arrivais présentement avec un message de mobilisation pour intégrer en emploi les migrants qu'on va recevoir, je serais en complet déphasage par rapport à ma base économique. » C'est ça la réalité de Calgary. C'est la même personne qui a 3 ans, quand on parlait, on comparait nos dynamiques d'affaires, était dans la création d'emplois, de l'attraction de talents très, très agressive. Bref, peut-être qu'à certains moments dans le Calgary, il faut s'en rappeler aussi quand ça va moins bien, qu'on aime bien la résilience de base économique. Comment j'essaie d'expliquer simplement aux médias, à la population, aux politiciens, la dynamique telle qu'on la voit? Nous, si vous regardez notre mission, on travaille à essayer d'avoir l'environnement d'affaires le plus propice à la création de richesse. Comment on essaie de l'expliquer? Là, on dit, bon, c'est sûrement pas des cases qui sont auto-exclusives. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat a à voir avec le capital humain. On pourrait même penser que le capital humain, dans l'innovation, joue un rôle majeur. Mais ce qu'on dit, c'est l'innovation, elle est fondamentale dans une métropole qui a opté il y a un bout de temps pour dire « Moi, je vais être une métropole du savoir, je vais être une capitale de la créativité, puis je veux être une ville universitaire. »
Si on fait ce choix collectif, si ça reflète aussi notre ADN général, ben, il faut qu'on ait des indicateurs performants en matière d'innovation et de créativité. Si on veut avoir une base économique performante, il doit y avoir un renouvellement perpétuel avec une croissance de la base entrepreneuriale. Donc, l'indicateur de création de nouvelles entreprises, de migration des petites entreprises vers le statut moyen entreprise, et éventuellement d'avoir certains consolidateurs à l'échelle internationale qui fait qu'on développe des multinationales. Souvent, je vais dire, quand il y a des entreprises d'ici qui se font acheter, que c'est des dynamiques normales, mais j'aimerais ça qu'on en garde davantage. Et je vous donne un secteur récent où ça s'est produit, publicité, marketing, Cossette qui se fait acheter. Récemment, Cédille qui se fait acheter. C'est clair que pour Cédille, dans cette dynamique de développement international, il y avait des défis majeurs. La capitalisation des compagnies n'était pas nécessairement présente au Québec, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de consolidateur quand il atteint une certaine taille dans ce domaine-là. C'est peut-être normal que le service-là n'ait pas trouvé ici les poches profondes qui auraient pu prendre la relève. C'est un modèle d'affaires assez unique dans un secteur assez précis. Mais c'est clair que la migration vers des très grandes entreprises internationales qui viendraient des consolidateurs, c'est très important. Un CGI, un couche-tard dans notre base d'affaires, c'est fondamental. Capital humain, on est une ville universitaire, mais on l'a dit tantôt avec un resserrement démographique marqué. Et là, donc, le premier message de la communauté d'affaires, c'est souvent sur le capital humain. Autour de ça, évidemment, fiscalité, je vais y revenir. Je vais donner des exemples sur chacun d'entre eux. Fiscalité, nous on pense qu'on a une fiscalité évidemment trop lourde, des incitatifs à un certain niveau d'épargne, un certain niveau de, je dirais, de force de travail, donc de disponibilité à travailler et à l'investissement, et les infrastructures à travers le temps, on l'a vu récemment. Quand on demande au secteur privé, dans nos enquêtes à nous internes, qu'est-ce qui est un déterminant sur votre décision d'investir dans les prochaines années dans la base économique, une capacité de production, quoi que ce soit? La réponse première, historique et naturelle, c'est la disponibilité de main-d'œuvre. Et souvent, c'est un facteur positif. Pourquoi vous avez décidé d'investir? Qu'est-ce qui fait que vous considérez que c'est un bon lieu pour investir? Qualité du talent, disponibilité du talent. Et qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui va jouer dans votre décision d'investir? C'est disponibilité du talent qualifié dans quelques années. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un message clair. Mais anormalement, à notre avis, depuis 5 ans, on a souvent en premier lieu une frustration sur l'état des infrastructures. Donc, alors que le véritable problème structurel, le véritable défi, c'est celui de la main-d'œuvre, les entreprises sont sensibles à une autre réalité qui vient affecter leur décision d'investissement, qui est les infrastructures, l'état des infrastructures, les désagréments causés par toute la réflexion simultanée de tout ce qu'on a à faire, puis éventuellement, le fait que notre dispositif, notamment dans le transport en commun, ne s'améliore pas comme on devrait. J'ai dit ça, je reprends, c'est François Cardinal qui avait dit ça. C'est comme si on s'imposait collectivement de faire un projet par décennie qui est une bourrée de travail. Une bourrée. Donc, on va faire la ligne vers Laval, ou on va faire tel projet. On n'est pas capable d'avoir une planification dans le temps réel du développement, par exemple, une station de métro par 3 ans, ou un ensemble de voies réservées simultanément, successivement, de façon prévisible. Donc, au niveau des infrastructures, il y a un message très évident. Et le dernier en bas, et là, je ne sais pas comment les économistes vous l'intégrer dans vos modèles, mais moi, je peux vous dire que comme praticien du développement économique dans les affaires, l'état d'esprit. Et cette variable très socle, moi je l'appelle comme ça, l'état d'esprit, c'est assez intangible, mais c'est assez fort. On attribue ça souvent à l'indice de confiance, l'amorosité, ou un certain positivisme dans la vision de l'évolution, mais c'est très important, à mon avis, dans la qualité de l'environnement d'affaires. Un environnement d'affaires dépressif, ça crée des conditions perdantes. Un environnement d'affaires optimiste, ça crée un peu plus d'audace, éventuellement un peu plus de conditions positives. Capital, maintenant, j'ai essayé, je vais vous mettre en bas, puis à la fin, je vais les résumer. Je me disais, si je devais dire en quelques actions, quel est le plan d'action sur 24 mois? Sur quoi nous, là, on veut focaliser une bonne partie de notre message? Capital humain, l'éducation supérieure à la prospérité, c'est quelque chose que vous savez souvent et que mon ami Marcel Côté répétait régulièrement. La corrélation entre le pourcentage de la population qui a un diplôme universitaire et le PIB par capita, par emploi.
Et là, vous le voyez dans ces deux tableaux, évidemment, qui disent un peu la même chose. Vous voyez simplement, dans le premier, c'est le taux de diplomation universitaire 25-64 ans, heureusement que Phoenix. Et vous le voyez ensuite avec la corrélation part des grades universitaires parmi la population et le PIB par emploi 2012. C'est assez évident. Il y a quelque chose qu'on a perdu dans le message populaire parce qu'on se dit souvent on est une ville universitaire, puis on dit qu'on a le deuxième taux d'étudiants universitaires per capita en Amérique du Nord, puis souvent on se gargarise, on étudie en Boston, derrière Boston. La réalité, c'est que c'est plein de visiteurs qui viennent étudier ici. Tant mieux, on en garde quelques-uns pour assez, mais dans la population en général, on a trop peu de gradués universitaires. Nous, on pense qu'on devrait faire le tableau aussi au niveau des techniciens détenant un diplôme d'études techniques, parce que c'est un autre déterminant à notre avis important de la base d'affaires, mais celui-là est fondamental. Et donc, nous, on va travailler pour hausser le financement des universités, on va travailler pour poursuivre l'offensive de la persévérance scolaire. On voit des résultats positifs. Moi, ce que je commence à percevoir, c'est des gens qui disent « OK, bon, ben, c'est en bonne voie, on va passer à un autre dossier. » La persévérance scolaire, elle n'est pas généralisée. Il y a encore énormément de jeunes qui vont pas compléter, ou surtout pas compléter dans les temps normaux l'obtention de leur diplôme, puis les retards qu'ils prennent font qu'ils ne vont pas se rendre plus loin par la suite. Donc, premier dossier fondamental. Deuxième, je ne suis pas sûr que c'est les tableaux les meilleurs qu'on pourrait avoir, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la main-d'œuvre dans les secteurs dits d'avenir est assez élevée. Ça, c'est l'Institut du Québec qui a sorti ça récemment. Et donc, théoriquement, là, si on se dit ça, c'est une bonne base, mais on demeure complètement à l'auto en termes de brevets. Donc, on est dans des secteurs d'avenir. On est dans la R&D avec des crédits d'impôt extrêmement incitatifs. On pense qu'on est dans un univers de créativité. Mais un des indicateurs, des marqueurs de ça, qui sont les brevets, on reste 15e sur 15e. Et là, on se casse la tête et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait nous mettre de l'avant. Puis dans l'action qu'on veut mettre, et on le voit, ça se fait beaucoup à certains endroits, c'est ce concept des concours où des sommes sont mises de l'avant. Et bon, ben, l'image, c'est est-ce que c'est 1 million ou 10 millions pour la première navette qui va amener des touristes dans l'espace? Est-ce que c'est d'autres types de concours qui auraient un intérêt à mener à des applications concrètes? Mais on pense qu'il y a un grand potentiel pour tirer l'innovation par des applications concrètes, par des concours. On va essayer de générer autant dans les instances gouvernementales que dans le privé des tentatives, des projets pilotes de développer au Québec des concours d'innovation reliés à des défis. Et on pourra en avoir autour de la voiture électrique, autour du taxi électrique à Montréal, autour d'un paquet de possibilités, mais qui vont mener à l'innovation brevetable et commercialisable. Dans notre environnement d'affaires, on le sait, là, moi ça m'a beaucoup fatigué, j'aime pas ça, là, quand la Fédération canadienne d'emploi indépendante a sorti son chiffre. On est 121 sur 121 comme indice entrepreneurial. J'aime pas le 121 finalement parce que ça compare n'importe quel petit village à les grandes métropoles. Je pense que c'est des paradigmes très différents. Mais ce qu'on est sûr, c'est que même dans des villes comparables, on est au dernier rang. On est 121e sur toute la gang. Quand on a dit, OK, on va regarder les 4 grandes villes, ou les plus grandes villes, puis on va regarder le facteur qui est lié à l'imposition et la réglementation municipale, on s'aperçoit que là, on est en bien moins bonne posture que Toronto et Calgary. Et donc, on va nous lancer une offensive, encore une fois, sur le fardeau administratif. On parle beaucoup de fardeau fiscal. Et le fardeau administratif, on va essayer de prendre un élément à la fois pour provoquer des prises de décision qui vont simplifier la vie des PME et des entrepreneurs. 5 minutes, je vais arriver ça, fiscalité, bon, vous le voyez, le point de la fiscalité du PIB, taxe sur la masse salariale, on l'a dit publiquement, on va dire, on va soutenir l'adoption intégrale, globale, des recommandations de la commission Godbout. Il y a un défi là-dedans, il y a évidemment dans l'environnement d'affaires, le segment des petites entreprises qui est nerveux, ils sont nerveux sur la taxe de vente. Et quelque part, ben,
Ça fait partie probablement des risques dans certains cas, surtout si le magasinage en ligne se généralise encore plus et surtout si on n'a pas de moyens d'aller chercher les revenus fiscaux du magasinage en ligne. Donc, il y a des enjeux réels, mais dans l'ensemble, il y a un premier message global et les taxes sur la masse salariale, c'est assurément un des plus grands défis qu'on a. Ça fait partie des frustrations du milieu d'affaires, que ça ne soit pas déjà fait, que ça ne soit pas plus simple à expliquer éventuellement, que ce ne soit pas quelque chose qu'on obtiendrait rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent et pour nous qui devient important. Et l'exemple que je vais donner, c'est le gouvernement fédéral qui dit non, on va mettre en place un fonds pour les transports en commun. Et la mécanique de décaissement de ces fonds-là est basée sur des cofinancements. Et dans les mécaniques de cofinancement, il y a un poids sur le secteur municipal qui est très lourd, qui est au-delà de ce que peuvent avancer les municipalités dans bien des cas, et qui évidemment défavorise les municipalités qui sont plus chérées, si on présume que Montréal fait partie de celle-là au Canada, bien, pourrait nous défavoriser. Si on regarde là, les dépenses en immobilisation du secteur public, c'est quand même frappant la dynamique. Regardons 2010, regardons 2014, regardons ce qui est du domaine local, bleu, ce qui est du domaine fédéral, rouge, et ce qui est du domaine provincial. C'est la disproportion qui est dans le fond l'indicateur de la lourdeur du fardeau. Et là, nous, on pense qu'on doit renverser ça. On doit le renverser pour Montréal. Éventuellement, évidemment, ça bénéficiera à l'ensemble des municipalités. Mes homologues des chambres de commerce des autres villes canadiennes veulent qu'on travaille conjointement pour faire changer cette dynamique-là. Je parlais de l'indicateur de l'état d'esprit. Vous avez ici un indice de confiance des consommateurs. Vous avez le Québec, vous avez le Canada. J'aime bien cet indice. Là, je vous lance une petite fleur, mais c'est l'incarnation dont Je vois Montréal qui, pour nous, est assez importante. Je vois Montréal, ça fait beaucoup de bruit. C'est, dans le fond, une mobilisation du milieu pour arriver avec des projets. Si vous avez pris le temps de regarder la liste des projets, ce sont, dans bien des cas, des micro-projets, dans bien des cas, de l'économie sociale, auxquels s'est associé des gens du secteur privé, se sont associés des gens du secteur privé. C'est au-delà de ces projets-là, c'est beaucoup plus l'état d'esprit général qui vient modifier la donne. Et nous, ce qu'on pense, c'est que dans la mesure où on est capable de perpétuer à échéancier, là, pas trop éloigné des événements de mobilisation comme celui-là, il y a quelque chose qui a changé dans l'état d'esprit. Les gens ne sont pas devenus nécessairement des jovialistes pour Montréal, mais sont devenus des optimistes par opposition à une époque où c'était presque le dicton, c'était être réaliste, c'était être pessimiste. Je pense que c'est plus le cas. Je vous les ai mis ici. Moi, je dirais que c'est pas pire. Si on réussissait ça, d'un point de vue de dynamique d'environnement d'affaires pour Montréal, pour la région métropolitaine, ça ferait une énorme différence. Si on fait ça en 24 mois, ce serait excellent. Merci. Merci beaucoup, Michel.